Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être déjà là. On va évidemment attendre 11 heures pour débuter officiellement ce webinaire. Comme ça, vous êtes tous bien rassurés sur le fait que tout fonctionne et que vous êtes au bon endroit. Là, tout de suite, on a 3-4 minutes. Voilà, il est 11 heures. Je vous propose de commencer sans tarder ce webinaire. Je me présente. Mon nom est Béatrice Anne Bastelar. Je suis directrice pour la Belgique d'Acemis Conseil, qui est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la transformation des organisations par l'expérience client. Client au sens large, hein, client, usager, bénéficiaire, utilisateur. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de transformer des organisations en prenant le point de vue du client au sens large. Je vais animer pour la partie questions-réponses ce webinaire, mais je vais surtout laisser la parole à ma collègue Nathalie Ruchot, qui est directrice aussi chez Acemis, mais en France, et directrice notamment du pôle transformation culturelle, et qui va vous présenter, vous partager son expérience dans la mise en œuvre avec un certain nombre d'entreprises de cette relation attentionnée qu'elle va bien évidemment vous expliquer avec des exemples concrets. Donc n'hésitez pas de manière un peu classique à partager vos questions tout au long de la présentation de Nathalie, et on prendra 10 minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre, et les questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre, on vous apportera une réponse par la suite. Donc je laisse tout de suite la parole à Nathalie, parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, et je vous retrouve dans 35 minutes pour répondre aux questions que vous nous poserez via le chat. Et s'il y a des problèmes techniques, il y aura aussi un soutien de Webikeo, le cas échéant. Je pense tout au début du chat, il y a les coordonnées de Daniel, technicien, qui nous accompagne aujourd'hui pour que ce webinaire se passe au mieux. À tout à l'heure, et je te laisse la parole, Nathalie. On ne t'entend pas, Nathalie. Mais on ne t'entend pas. Voilà, je l'ai fait. Voilà, je ne suis plus sur mute. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de partager ce moment avec Béatrice et moi. Comme le disait Béatrice, je suis Nathalie Ruchot, je dirige le pôle transformation culturelle chez Acemis. Et quand on parle de transformation culturelle chez Acemis, on parle en premier lieu, c'est notre prisme habituel, de culture client. Et en matière de culture client, depuis quelques années, il y a une question qui revient assez fréquemment de la part de nos clients. C'est comment fait-on pour travailler la relation de manière à créer une relation un petit peu différente, plus attentionnée, plus créatrice de liens humains et qui soit moins automatique, moins standardisée. Voilà. Et c'est en travaillant dans un certain nombre de secteurs d'activité autour de ce sujet-là qu'on a développé avec nos clients un certain nombre de convictions communes sur la manière dont s'opère ce type de transformation de la relation. Et ce sont ces convictions que je vais vous partager aujourd'hui. Voilà. Mais pour commencer, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur une question. C'est ça ressemble à quoi une relation attentionnée? Pour répondre à cette question, je vous engage à faire une petite expérience, c'est-à-dire à aller sur Google ou tout autre moteur de recherche, non plutôt Google d'ailleurs, et aller identifier dans votre quartier ou dans un quartier d'une grande ville quelques enseignes qui sont les mieux notées. Et puis d'aller regarder les avis Google de ces enseignes qui sont les mieux notées et d'aller regarder notamment, faire un zoom sur les top avis, les avis 5 étoiles. Et là, vous allez trouver un certain nombre d'informations sur finalement ce qui permet de marquer les esprits des clients. Voilà, là vous en avez un petit florilège, pas énormément, mais quelques-uns. Et que nous disent ces clients à travers ces verbatims? Ils nous disent, voilà, dans ce magasin-là, contrairement à d'autres magasins où l'accueil est plus usine, là ça sonne vrai, plus que n'importe où ailleurs. Ou merci à la dame qui m'a reçu ce jour pour sa gentillesse. Ou bien encore, j'ai été accueillie dans cet hôtel comme un ami et non comme un client.
voilà, on a affaire à des gens qui ont plaisir à s'occuper des clients. Voilà le type de verbatim que l'on trouve. Donc finalement, ça tient à des petites choses, ce qui crée la préférence. C'est votre conseiller qui va demander, votre conseiller bancaire qui va vous demander des informations ou des nouvelles de votre fils qui est à l'étranger pour ses études. C'est ces équipes de manutention chez Air France qui vous mettent un petit autocollant sur votre valise pour vous dire qu'ils ont bien pris soin de votre bagage. C'est Isabella chez Zappos qui va mettre un petit papier, un petit mot manuscrit dans votre boîte de chaussures quand elle vous l'envoie pour vous remercier d'avoir fait appel à Zappos et d'être un client fidèle. Voilà, ce sont ces petites choses, ces petites attentions qui vous touchent, qui vont créer de l'émotion, qui vont faire que vous mémorisez un moment de relation et qui vont marquer votre différence finalement dans la relation. Et ces petites choses, ce sont des petits riens qui pourtant sont très difficiles à obtenir dans certaines entreprises et qui, à contrario, sont légion dans d'autres. Alors, qu'est-ce qui fait finalement que des entreprises arrivent à développer ce type de comportement, ce type de pratique? Voilà, là vous avez quelques exemples d'entreprises qui ont créé des grands programmes d'envergure pour travailler sur une relation qui soit plus naturelle, plus authentique, plus créatrice de liens, plus attentionnée. Voilà. Ce type de petits gestes, ça ne s'obtient pas par hasard et ça ne s'obtient pas non plus dans un environnement, dans tous les environnements. En règle générale, les entreprises qui arrivent à obtenir ce type de comportement et de pratique sont des entreprises, d'une part, donc, qui ont lancé des programmes qui sont des programmes d'envergure, qui sont des programmes qui sont portés au bon niveau et qui sont des programmes qui sont surtout portés dans la durée, pour permettre un environnement, une stabilité dans l'environnement des collaborateurs. Voilà, ça s'appelle Omotenashi chez Lexus, ça s'appelle Relations attentionnées chez Air France, Veolia ou l'établissement français du sang, ça s'appelle la considération client chez Club Med, etc., etc. C'est ce type de programme, il y en a un certain nombre. Le point commun, je dirais, entre l'ensemble de ces programmes, c'est qu'ils sont tous directement rattachés à une stratégie d'entreprise. Ils viennent servir une stratégie orientée client. Et c'est ça qui leur permet d'avoir une légitimité et c'est ça qui leur permet d'être portés au bon niveau. Ah, excusez-moi, j'ai été trop rapidement. Beaucoup d'entreprises ont tenté de créer cette relation différente. Peu y sont malheureusement arrivés, parfois par manque de moyens ou par manque de constance dans la durée, mais assez souvent, c'est simplement parce que les entreprises utilisent des anciennes méthodes qui ne font plus recette et qui ne font notamment pas recette lorsque votre objectif, c'est de développer l'attention dans la relation, de mettre plus de cœur dans la relation. Dès lors, comment développer avec nos clients une relation plus authentique et attentionnée, créatrice de liens? C'est la question à laquelle je vais m'efforcer de répondre dans les 30 minutes qui viennent. Et surtout, comme le disait Béatrice tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions et à faire vos commentaires au fil de l'eau dans le fil de discussion. Si on revient un peu sur les méthodes traditionnelles pour travailler la relation qu'utilisent les entreprises depuis des dizaines d'années, elles sont généralement articulées autour de 3 grands pans. Un premier pan qui est le cadrage, on définit ce qu'on veut que les collaborateurs fassent, sourire en disant bienvenue chez Assenis, accueillir en disant bienvenue chez Assenis, sourire, aller au-devant du client, lui serrer la main, tellement en ce moment avec le Covid, bien entendu. Bref, on définit des chartes, des rituels, des scripts, des discours de vente. Bref, on définit ce qu'il faut faire. Et puis, on va former, entraîner les équipes à réaliser ces pratiques, incarner ces pratiques. Donc là, on va chercher à développer finalement des pratiques qui seront réalisées de manière réflexe par les collaborateurs. On sait qu'un collaborateur, quand il est chez nous, quand il est chez Assenis, quel que soit le client à qui il va dire bonjour, il va lui dire bienvenue chez Assenis. Et puis, parce que quand on déploie des gestes qui sont normés, il faut les contrôler parce que sinon ça s'écroule très rapidement. Les entreprises mettent en place des dispositifs de contrôle qui sont structurés parfois autour de ce qu'on appelle des grilles de coaching, qui sont des grilles à destination des managers
qui vont leur permettre de vérifier que le collaborateur a posé des questions ouvertes avant de poser des questions fermées, puis a bien reformulé, puis a bien argumenté en utilisant la méthode caractéristique avantage-bénéfice, etc., etc. Donc là, on est plutôt sur des grilles de coaching et des contrôles qui sont portés par les managers. On a également des contrôles qui sont portés par l'entreprise en elle-même à travers des enquêtes clients mystères, voire même à travers des questions qui sont insérées dans les sondages clients pour vérifier que le collaborateur a fait ou n'a pas fait telle ou telle chose. Est-ce que votre collaborateur vous a bien indiqué des délais de réponse, par exemple? Ça, ce sont des questions que l'on trouve parfois dans les sondages clients. Bref, là encore, on définit ce qu'il faut faire, on contrôle que c'est bien fait et généralement, le résultat que l'on obtient est assez déceptif et on s'aperçoit que finalement, les scores de satisfaction client ne s'envolent pas. Et pour cause, alors je vais m'essayer à une petite manipulation périlleuse, je vous demande quelques instants. Je vais vous partager une petite vidéo qui force un peu le trait, c'est une caricature, mais qui montre bien, qui illustre bien le propos. Je vais vous prendre un frappuccino au café et un chai tea latte soja en venti. Frappuccino café et chai tea latte soja venti. Quel nom? Votre nom? Pourquoi? C'est le concept, mademoiselle. On note le nom sur le gobelet, on vous appelle et vous passez prendre votre boisson. Vous pouvez pas vous tromper parce que justement, il y a votre nom. Enfin là, je suis toute seule. Pas de nom, pas de boisson. Voilà, cette vidéo illustre bien le fait qu'à vouloir trop normer la relation, on la standardise et du coup, on forme d'excellents techniciens de relations clients qui savent très bien les gestes qu'ils doivent appliquer, mais qui les appliquent de manière un peu désincarnée. Et c'est complètement contre-productif quand votre objectif, c'est de développer l'attention dans la relation. Alors, je reviens. Voilà, à notre diaporama. Donc, l'attention, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça doit venir de l'intérieur. Donc, les méthodes habituelles qui consistent à normer, à définir des normes et à en vérifier l'application, trouvent bien entendu leurs limites. La manière dont on s'y prend chez Assenis pour développer une relation plus authentique, elle consiste à passer d'une approche normative de la relation qui est plutôt drivée par le rationnel, par les techniques de com, par les rituels, à une approche par l'intention qui va être plutôt une approche émotionnelle, qui va définir très clairement une intention commune, ce que l'on a envie de faire vivre à nos clients, et qui va laisser les manettes aux collaborateurs pour trouver leur propre manière de l'incarner. Et c'est ça qui va créer l'émotion, et c'est ça qui va créer la congruence, et c'est ça qui va créer le sentiment d'avoir été bien écouté, considéré, et d'avoir affaire à quelqu'un qui, en face de nous, est quelqu'un de sincère. Voilà, c'est ça une transformation qui vient de l'intérieur pour nous. Cette méthode, cette démarche qui permet de mettre l'intention finalement au cœur de l'évolution des comportements des équipes, elle s'articule autour de 3 grands principes. Le premier principe, c'est le fait de poser un cadre de référence qui ne centre pas sur ce que l'on fait, mais bien sur ce que l'on fait vivre et sur ce que l'on fait ressentir. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'empreinte relationnelle. Le second principe, c'est qu'on ne va pas le déployer, mais on va le mettre en œuvre par infusion. C'est-à-dire qu'on va semer des graines et on va créer les conditions pour que cette graine germe et grandisse. Et enfin, parce qu'on ne peut pas ancrer durablement des changements de comportement si on n'évolue pas dans un écosystème qui est cohérent, eh bien, on travaille également sur l'écosystème des collaborateurs dont on attend qu'ils changent leurs pratiques relationnelles, de manière à ce que cet écosystème soit d'une part cohérent avec la transformation qu'on leur demande d'adopter et d'autre part facilite l'adoption des nouveaux comportements. Voilà, je vais zoomer sur chacune des parties pour vous donner quelques exemples concrets. Pour commencer, le cadre de référence, avoir un cadre de référence qui centre sur le client.
Dans des dispositifs où finalement la relation client est partagée entre différents canaux, de plus en plus de canaux, un nombre de plus en plus grand de canaux, différents points de contact, avoir un cadre de cohérence commun pour permettre finalement d'avoir une relation qui soit homogène d'un point de contact à l'autre, c'est une nécessité. Donc, on parlait de charte, etc. Bien entendu, un cadre de cohérence, on en a tous besoin pour créer une relation client homogène. Mais ce cadre de cohérence, il doit centrer non pas sur ce que l'on fait, il ne doit pas enfermer dans des comportements stéréotypés, standardisés, mais bien guider, donner un cap, donner une intention commune. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait une empreinte relationnelle, on travaille non pas sur ce que l'on doit faire, mais on définit ce que l'on a envie que nos clients ressentent de manière marquante à chaque contact qu'il a avec l'entreprise. Vous avez là plusieurs exemples d'empreintes relationnelles, certaines chez certains de nos clients, d'autres pas. Par exemple, chez Lexus, Lexus a adopté l'omotenashi. L'omotenashi, c'est l'hospitalité bienveillante à la japonaise. Et l'objectif de Lexus, c'est que chaque client se sente le bienvenu comme un invité dans la maison Lexus. Peu importe comment on s'y prend, les équipes et les concessions ont les clés de camion pour développer les pratiques et les comportements qu'ils souhaitent, voire même aller retravailler les process, etc. En revanche, la finalité, c'est bien ça, c'est que les clients, quand ils sortent, se disent « Je me suis senti le bienvenu comme un invité dans la maison Lexus ». Même approche pour des entreprises comme l'établissement français du sang, qui a défini ce qu'elle souhaitait faire vivre, ce qu'elle souhaitait faire vivre à ses clients dans le cadre de son empreinte relationnelle. Cette empreinte relationnelle s'appelle la relation attentionnée et l'objectif pour l'établissement français du sang, c'est que chaque donneur, quand il sort d'un contact avec l'établissement français du sang, se sente serein, se sente, excusez-moi, je n'arrive plus à lire, se sente utile, se sente le bienvenu et se sente détendu. Voilà, ça c'est l'empreinte relationnelle de l'établissement français du sang. Vous avez un autre exemple que j'ai anonymisé ici, chez un autre de nos clients, un autre exemple d'empreinte relationnelle autour de la relation vraie. Vous avez aussi la relation authentique, la relation généreuse, etc. etc. Plein de déclinaisons possibles. Chaque entreprise définit sa propre empreinte. Alors, l'empreinte relationnelle, ça va être le terrain de jeu, finalement, de ce qu'on appelle une démarche de lab. C'est ça, le terrain de jeu de l'infusion, finalement. Et c'est au service de cette empreinte que les équipes, en contact avec le client, vont vont changer leur manière de se comporter avec chacun de leurs clients. Mais au-delà du cadre général de cette transformation des frontlines, l'empreinte relationnelle, elle peut également servir de cadre à une transformation de la relation interne à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en symétrie, on peut très bien utiliser cette empreinte pour transformer la relation de pair à pair, pour transformer la relation managériale. Et cette empreinte peut également être utilisée pour irriguer vos projets structurants en matière de relations clients. Par exemple, la refonte de votre site web, la refonte des communications ou la création d'une nouvelle application. Mettre ces éléments-là, les axes de l'empreinte, les ressentis visés, au cœur de l'expression de besoin de votre projet, ça va donner une coloration et une orientation spécifique à votre projet. Alors, l'empreinte relationnelle, ça peut paraître un objet marketing, en tout cas, ça pourrait faire l'objet d'une communication client. Ce n'est pas l'intention, ce n'est pas l'objectif, c'est avant tout le socle d'un état d'esprit. Donc, le plus important, ça va être de le communiquer en interne, plus qu'auprès des clients. Et ce qui sera important ensuite, c'est d'apporter la preuve au quotidien aux clients qu'on incarne cette empreinte. Voilà. Mais elle n'a pas pour vocation d'être communiquée de manière massive aux clients. En revanche, comme c'est le socle d'un état d'esprit, la manière dont est construite l'empreinte va être quasiment aussi importante que l'empreinte elle-même. Et c'est la raison pour laquelle, quand on travaille sur une empreinte relationnelle, on travaille dans le cadre, on met en place une mécanique de co-construction en cercle concentrique, afin d'associer à minima l'ensemble des métiers qui seront concernés par cette empreinte,
des personnes qui sauront porter l'empreinte à haut niveau, donc qui seront sponsors de l'empreinte, des opérationnels et des managers de proximité qui auront finalement à incarner cette empreinte et puis à l'animer et à animer une démarche au quotidien autour de l'empreinte. Donc, la manière dont on construit l'empreinte et la mécanique de co-construction est aussi importante pour que ça fonctionne que la qualité du livrable obtenu. Une fois qu'on a eu une belle empreinte, eh bien, tout n'est pas fait. Il va falloir s'en servir pour faire en sorte de tirer des changements de comportement et des changements de pratique dans les équipes. Et le principal levier que l'on utilise pour créer cette mise en œuvre par infusion, c'est ce qu'on appelle le lab. Le lab, c'est quoi? C'est une dynamique d'animation de managers par les managers qui permet de réinventer les pratiques dans le cadre d'un projet d'équipe. Donc, il s'appuie sur de l'intelligence collective, sur une dynamique de test and learn et sur l'animation managériale. Chaque manager va, avec son équipe, ouvrir un espace de co-construction. On va travailler sur l'empreinte relationnelle et on va se poser la question comment nous, dans notre métier, à notre niveau, on peut créer ces ressentis-là chez nos clients à travers chacun des contacts que l'on a avec eux. La dynamique de Lab s'articule autour de 3 grands temps d'animation qui sont le lancement pour imaginer. Donc l'idée, c'est d'aller se positionner sur un des axes de l'empreinte avec l'équipe en intelligence collective. C'est-à-dire, voilà, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Proposer, imaginer d'autres manières de faire. Donc, on est plutôt sur une logique d'intelligence collective et de brainstorming. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, des petits gestes, des petites choses au quotidien pour créer le sentiment chez notre client d'être le bienvenu, par exemple. Et s'engager, c'est-à-dire que chacun, à l'issue de ce temps d'intelligence collective, va choisir 1, 2, 3 champs d'expérimentation, 3 pratiques qu'il souhaite tester dans les jours ou les semaines qui viennent. Et puis, on se donne rendez-vous d'ici une semaine, 2 semaines, 1 mois. Le rythme dépendra des rituels de management qui sont déjà installés dans votre entreprise pour partager les retours d'expérience, voir ce qui ne fonctionne pas, en tirer des enseignements collectifs et puis se projeter sur le pas d'après. Qu'est-ce qu'on veut tester pour aller un cran plus loin? Ces rétrospectives, on en fait 1, 2, 3, 4, 5. On en fait tant qu'il y a de nouvelles idées et de nouvelles choses à tester. Une fois qu'on est au bout de l'imagination des équipes, eh bien, on passe à l'étape de bilan. On va cranter et on va ensemble regarder, mesurer le chemin parcouru depuis le démarrage et puis décider collectivement de ce que l'on fait de nouveau ou de ce que l'on arrête dorénavant avant de passer à l'axe au ressenti de l'empreinte suivant. Voilà, donc ça, c'est une démarche très simple qui tient en 3 types d'ateliers, qui est portée par les managers, qui est animée vraiment au quotidien et sur la durée. Ce sont des animations assez longues puisqu'elles peuvent s'étaler entre 3 et 6 mois, le temps aux équipes d'ancrer finalement de nouvelles pratiques et d'ancrer surtout l'habitude de penser au client et à ce qu'on veut lui faire ressentir avant de penser à ce que l'on fait. Ça ancre aussi l'habitude de se centrer sur le client. Et vous avez là sur le côté des petits exemples de ce que cela peut donner physiquement au sein des équipes, ces animations-là. Donc ça, le lab, c'est une dynamique qui fonctionne, excusez-moi, j'essaie de récupérer mon curseur, voilà. C'est une dynamique qui fonctionne bien, qui crée en règle générale un vrai bel engouement. En revanche, il y a une nécessité, c'est de venir nourrir cette intelligence collective, en ouvrant des fenêtres vers l'extérieur, parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, on est toujours sur les mêmes idées. Comment nourrir l'inspiration en ouvrant des fenêtres sur l'extérieur? Tout d'abord par le partage d'expériences inter-équipe, c'est-à-dire que là, vous avez une démarche de lab qui va se développer au sein d'une équipe avec des échanges et de l'intelligence collective au sein d'une équipe. Il va falloir ouvrir un petit peu les portes de l'équipe et aller s'inspirer de ce que font les autres équipes. Donc,
l'un des leviers finalement pour installer ces démarches d'infusion dans la durée et pour venir nourrir ces démarches d'infusion, c'est le fait d'aller organiser, encourager le partage interéquipe à travers plusieurs modalités. Certains choisissent plutôt d'ouvrir et d'animer des communautés sur des communautés digitales. Vous avez là un exemple de communauté digitale qui permet aux équipes de partager leurs bonnes pratiques, qui leur permettent de partager leur top et flop expérience client personnelle en tant que client, et puis d'avoir accès à des sources d'inspiration et de poser des questions à leur pairs. Voilà, ces moments, ça peut être donc des moments asynchrones à travers une communauté digitale. Vous avez aussi des entreprises qui choisissent d'organiser des moments synchrones avec, par exemple, des ateliers de capitalisation interéquipe où on se connecte et puis on échange pendant 1 heure sur des pépites qui ont été, par exemple, présélectionnées a priori, avant le temps de partage. La deuxième manière de nourrir l'inspiration en ouvrant les fenêtres vers l'extérieur, c'est de carrément ouvrir des fenêtres vers l'extérieur de l'entreprise en elle-même, en organisant par exemple des moments d'oxygénation, des conférences, des webinaires, des tables rondes, des témoignages. Ça peut devenir des rendez-vous récurrents. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire 1 fois par mois, tous les 10 du mois, on a un événement auquel on convie l'intégralité de l'entreprise et qui va permettre de prendre du recul sur le sujet de la relation client. Vous avez la mise à disposition de ressources inspirantes, de belles histoires. Ces belles histoires, elles sont légion sur le net, vous en trouvez de plus en plus. C'est l'histoire de Serge, de Gerhardt, d'Isabella. Je vous encourage à les chercher sur votre moteur de recherche. Vous les trouverez assez facilement. Ce sont ces héros de la relation client au quotidien qui mettent du peps dans la relation client, qui mettent justement de l'attention, qui créent une autre nature de relation. Et ces histoires, on les retrouve de plus en plus sous forme d'articles ou de petites vidéos sur le web, et elles peuvent venir aussi alimenter et inspirer les équipes dans leur démarche de lab. Et puis vous avez des vidéos qui sont des vidéos un petit peu différentes qui permettent de créer de traiter des notions de fond. Par exemple, vous avez là un petit exemple de vidéo, tout le monde en parle, sur les émotions, je vous le conseille, il est très très bien. Elle est très bien cette vidéo, et elle permet aussi aux équipes de prendre un petit peu de recul sur certains sujets qui sont des clés pour développer la relation attentionnée. Enfin, un troisième levier pour nourrir l'inspiration en ouvrant des fenêtres vers l'extérieur, et surtout pour maintenir cette dynamique de transformation en valorisant ce qui se passe bien, c'est le partage des pépites, le partage des belles pratiques. Alors, ça peut même faire l'objet d'incentives, de challenges, etc. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer repérer les plus belles pépites, avoir organisé des votes, ça peut être des votes d'un jury ou ça peut être des votes de l'ensemble de l'entreprise, et élire les plus belles pratiques, les plus belles pépites, les plus beaux verbatim clients et les récompenser. Voilà. Le fait d'aller partager largement les belles pépites, ça a deux avantages. D'une part, ça vient nourrir l'inspiration, justement, de montrer ce que font les pairs, les meilleures pratiques des pairs, et de les partager largement. Mais ça permet également de valoriser et donc du coup de donner envie de continuer cette transformation. Voilà, vous avez là l'exemple, et je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil, de Lexus, qui dans le cadre de son programme sur le Motenashi a identifié un certain nombre de bonnes pratiques et les a partagées assez largement sur leur site web. Donc voilà, le site Omotenashi Lexus est un très bon exemple. Voilà, initier une démarche de lab dans laquelle les collaborateurs vont réinventer leur manière d'être en relation au service d'une empreinte relationnelle qui finalement constitue l'intention commune de l'entreprise. Nourrir et inspirer finalement, nourrir cette démarche de lab et inspirer les équipes à travers du partage, à travers des ressources, à travers des moments d'oxygénation, à travers de la valorisation. Ça, ce sont les deux leviers centraux finalement des démarches d'infusion. Ça permet de créer un vrai engouement et une vraie dynamique autour de la transformation des pratiques relationnelles. Et il se passe des choses absolument magiques
quand ça prend bien dans une équipe. Et on a des retours clients qui sont vraiment excellents. En revanche, ça ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces démarches qui sont des démarches qui sont temporaires vont s'arrêter au bout de 3 mois, 6 mois. La démarche de lab animée régulièrement et de remise en question des comportements va s'arrêter. Dès lors, pour finalement ancrer cette orientation client, se pose aussi la question de comment est-ce qu'on fait plus rentrer le client dans le quotidien de l'équipe en dehors de la démarche de lab. Et donc, du coup, quand on travaille avec les managers sur l'animation de leur démarche de lab, on travaille avec eux également sur un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de faire rentrer le client dans le quotidien des équipes à travers des petites animations, à travers des échanges et des discussions autour d'expériences vécues, à travers des travaux et des partages de top verbatim clients, etc., etc. Voilà, le fait d'aller finalement outiller les managers pour qu'une fois la démarche de la passée, ils aient de quoi continuer à aménager des temps de discussion des équipes autour du client et au profit du client, c'est un élément clé pour permettre d'ancrer cette transformation que vous aurez initiée par le lab. Voilà, je vois que je suis presque au bout du temps de parole, donc je vais peut-être aller faire vite. Mais vous l'avez compris, finalement, l'esprit de notre démarche, ce n'est pas d'imposer des gestes qui sont normés, c'est bien de nourrir une intention et de libérer le geste. Voilà. Et qui dit nourrir l'intention et libérer le geste, dit également travailler sur l'écosystème des équipes, parce que clairement, nourrir l'intention, si derrière vous n'avez pas un écosystème d'entreprise qui est cohérent avec l'orientation client, ben forcément, à un moment donné, ça va s'essouffler. Donc, je vais passer juste quelques instants à vous parler de l'écosystème, mais je vais surtout vous encourager, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas suivi le webinaire que nous avons réalisé avec Orange sur le management par l'intention, à télécharger le livre blanc. Je l'ai mis en téléchargement dans ce webinaire. Le livre blanc sur le management par l'intention qui a été coécrit entre Acenis et Orange. Donc, créer un écosystème cohérent, c'est quoi? C'est travailler l'exemplarité et c'est surtout débusquer toutes les petites injonctions paradoxales qui, au quotidien, vont contrarier finalement le développement d'une relation plus attentionnée. Traquer les injonctions paradoxales, c'est finalement aller regarder dans tous les dispositifs, les modes de fonctionnement, les modes de gouvernance, de pilotage, etc. de l'entreprise, ceux qui passent des messages qui sont contraires finalement et qui peuvent contrarier l'orientation client. Par exemple, on va aller regarder si globalement, les pratiques managériales mettent le client au centre du management. Est-ce qu'on parle beaucoup du client ou est-ce qu'on parle peu du client? Est-ce qu'on autorise les collaborateurs à tester des choses nouvelles ou est-ce qu'à contrario, on est plutôt un manager normatif qui va imposer des choses? Voilà. Ça crée les conditions de cette transformation et de l'ancrage de ces nouvelles pratiques ou à contrario, ça va les inhiber. On va aller regarder la gouvernance et le pilotage. Et globalement, est-ce que dans les décisions prises par l'entreprise, le client a une place? Ou est-ce qu'on prend les décisions au nom de critères qui sont plutôt des critères financiers dans lesquels le client n'a aucune place? Est-ce que dans nos dispositifs de développement des compétences, l'intention client a une place? Est-ce qu'on y retrouve notre empreinte relationnelle et nos ressentis? Ou est-ce qu'à contrario, les formations relations clients sont plutôt conçues comme des lieux où on donne des recettes à appliquer et où on contrôle qu'elles sont bien appliquées. Et puis, bien entendu, on va partir à la chasse aux irritants du quotidien chez les collaborateurs, regarder finalement toutes les petites choses qui, dans les processus, dans les modes-op, etc., dans le SI, va contrarier l'orientation client, va contrarier le développement d'une relation attentionnée. Et pour terminer sur l'écosystème, parce que c'est probablement le maillon le plus important de l'écosystème d'un collaborateur,
un conseil que l'on peut vous donner si vous souhaitez ancrer une relation plus attentionnée, c'est d'accompagner la transformation managériale. Un manager qui crée les conditions d'une relation attentionnée, c'est un manager qui met le client au cœur de la vie de l'équipe. Au cœur de la vie de l'équipe à travers ses animations, mais à travers aussi la manière dont il pilote, dont il explique les indicateurs, dont il donne le sens des objectifs, etc. C'est un manager qui libère l'initiative, c'est-à-dire qui encourage les collaborateurs à tester en milieu un peu protégé de nouvelles choses et qui organise la capitalisation. C'est un manager qui contribue au développement des soft skills comme l'empathie, la bienveillance, etc. Et Dieu sait que c'est un sujet qui est difficile à appréhender pour un manager à qui on n'a pas donné les clés et les modes de fonctionnement des soft skills. Donc, c'est un vrai défi à relever pour eux. Et enfin, c'est un manager qui est aligné et symétrique, c'est-à-dire qu'il passe par son management au quotidien, par ses comportements avec chacun de ses collaborateurs, des messages qui sont complètement cohérents avec l'orientation client que l'on souhaite développer, avec les ressentis que l'on souhaite provoquer chez le client, et qui sont exemplaires. Je me comporte avec mes collaborateurs de manière à ce qu'ils ressentent ce qu'on a envie que les clients aussi ressentent. Voilà, clairement, un manager qui passe 55 minutes dans une réunion d'une heure à parler d'autre chose que du client et puis qui, les 5 dernières minutes, dit « Ah, mais et puis n'oubliez pas, le client, c'est important », il ne passe qu'un message à ses équipes. C'est le client, ça vaut 5 minutes dans une réunion d'une heure, donc pas grand-chose. Voilà, donc cette transformation, c'est une transformation profonde des modes de management. C'est ce que nous avons appelé le management par l'intention, et c'est une transformation qui s'accompagne. Et enfin, pour terminer, je vous ai mis quelques exemples. Alors là, ce sont des exemples de résultats constatés à la maille d'équipe ou d'unité. On n'est pas à la maille d'une entreprise, parce que c'est très difficile de mesurer l'impact de ce type d'approche à la maille d'une entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent percuter finalement les résultats en matière de satisfaction client, notamment qu'ont les entreprises. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que, bien entendu, quand on travaille sur une relation plus attentionnée, avec une démarche de type démarche d'infusion, on agit sur la satisfaction client. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que ça a également un effet, d'une part, sur les performances sociales des équipes. On s'aperçoit notamment que les équipes, on voit dans certaines équipes une diminution du petit absentéisme, par exemple. On s'aperçoit que les équipes viennent plus heureuses de venir au boulot, souvent parce qu'elles y trouvent un sens qu'elles n'y trouvaient pas forcément avant, et parce qu'elles fonctionnent, elles évoluent dans un écosystème, dans un environnement qui est cohérent. Et ça fait du bien. Et puis, ça a un impact également direct sur les performances économiques des équipes. Voilà, ce type de dynamique, ça se propage très bien par viralité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un plan de déploiement et de déployer ça au pas de course. L'idéal, parce que quand on entre dans ce type de démarche, il vaut mieux y aller en ayant envie d'y aller. L'idéal, c'est de fonctionner sur la base du volontariat, de laisser quelques éclaireurs partir en avant, qui ont envie, qui ont la maturité pour le faire, partir en avant, d'organiser le partage de leurs témoignages, et ça fait très vite des petits, et très vite, on arrive à entraîner l'ensemble de l'entreprise dans cette viralité. Voilà. Et ça, c'est aussi un indicateur, le fait que ce soit viral, c'est aussi un très bon indicateur d'adhésion des équipes. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci Nathalie pour cette présentation, toujours aussi intéressante, même si j'ai déjà entendu plusieurs à chaque fois. Donc, déjà, merci de te renouveler sur le sujet régulièrement. Alors, j'ai pas énormément de questions, sauf une question. Comment on choisit justement, comment se fait le choix d'une empreinte relationnelle? Je pense que c'est un sujet important. Et puis juste une petite question sur le fait que, et c'est peut-être intéressant, c'est de se dire que dans des sociétés de la taille
d'Orange, tu as parlé d'Orange, et il y a un commentaire qui dit que voilà, quelqu'un qui ne ressent pas nécessairement en tant que client ou autour d'elle ce changement relationnel d'une certaine manière. Donc voilà, c'est les deux remarques que j'ai, les questions que j'ai à te partager à ce stade. N'hésitez pas, dans les 5 dernières minutes qui nous restent, à en partager d'autres sur le fil. Alors, je vais répondre à la première question sur l'empreinte relationnelle. Comment on choisit son empreinte relationnelle? Tout dépend de quoi vous partez. C'est-à-dire que souvent, dans les entreprises, vous avez déjà un socle de valeurs, un socle de une ambition et un certain nombre d'orientations clients que vous pouvez utiliser et qui vont constituer le démarrage de votre empreinte relationnelle. Donc, si vous disposez de valeurs, par exemple, au sein de l'entreprise, vous pouvez très bien partir de vos valeurs pour créer votre empreinte relationnelle. Vous pouvez aussi partir from scratch. Et si vous partez from scratch, l'idée, ça va être plutôt, en tout cas moi, c'est ce que je conseille de faire, et c'est de cette manière-là que l'on travaille l'empreinte relationnelle habituellement, de travailler sur vos forces, c'est-à-dire bien qu'est-ce qui fait la spécificité de votre entreprise, de manière à finalement capitaliser sur vos forces et creuser le sillon pour créer votre différence. Voilà, donc de quoi on part? On part soit effectivement de vos valeurs, de vos orientations clients, bref, de la matière dont vous disposez aujourd'hui dans le cadre de votre stratégie d'entreprise, et on le décline en ressenti, soit on va travailler sur quels sont nos points forts aujourd'hui, ce qui fait notre ADN, et on va travailler l'empreinte relationnelle à partir de ça. Pour produire une empreinte relationnelle, en fait, on croise les regards. Donc, une fois qu'on a cette matière première, cet input, ça va se travailler en intelligence collective. Et on croise les regards de qui? Donc, on croise les regards des différents métiers. On y invite généralement à ces travaux de co-construction des représentants de la communication, des représentants du marketing, des représentants des RH, bien entendu des représentants des métiers opérationnels, parce que c'est eux qui auront à le porter, il faut que ça leur parle. Et on y convie parfois même des clients, c'est-à-dire que parfois, on va demander l'avis des clients sur ce qui leur ferait préférer la marque, ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendent de leur fournisseur en matière de relations, etc. Voilà, donc ça, c'est sur le comment on construit et de quoi on part pour construire une empreinte relationnelle. Ensuite, la seconde question, c'est dans certaines entreprises, on ne voit pas la différence, c'est ça? D'accord. Alors, au niveau individuel, c'est parfois difficile de voir la différence parce que bien entendu, on n'est pas des magiciens, malheureusement. J'aimerais bien, mais on ne l'est pas. Et on n'arrive pas toujours à entraîner 100% des équipes dans cette transformation. Et puis, même quand on arrive à entraîner 100% des équipes, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Et comme on est tous humains, il y a des jours où on est bien dans le moment, dans la relation avec le client, où on est réceptif, où on est ouvert. Et puis, il y a des jours où on est centré sur nous parce qu'on a eu un problème, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas dormi la nuit, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose qui peut expliquer pour quelles raisons, finalement, des entreprises qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là n'ont pas 100% bon du premier coup. La deuxième explication, c'est que ce sont des transformations qui s'opèrent sur la durée, c'est-à-dire que Orange, il travaille depuis des années et des années. Il travaille à l'expérience client, à la relation client, etc., depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas eu un grand jour, un grand soir où tout a basculé. Ça s'est fait très progressivement sur un certain nombre d'années. En revanche, les indicateurs sont là pour montrer qu'il y a eu d'énormes progrès de fait dans des entreprises comme Orange, notamment, alors j'hésite un peu à en parler parce que ils sont confidentiels, donc je ne donnerai pas beaucoup d'informations dessus, mais je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, Orange est devenu l'opérateur préféré des Français. Voilà, il est numéro 1 en fait sur les benchmarks multi-opérateurs. Donc ça, c'est quand même un beau succès et une belle remontada qui a été réalisée sur ces dernières années. Donc le travail, voilà, peut-être que vous, à votre niveau individuellement, vous ne l'avez pas senti, mais quand on raisonne au niveau global, en tout cas, la transformation porte ses fruits.
lentement, mais sûrement. Et alors, j'ai tes réponses ont inspiré d'autres personnes. Donc, j'ai d'autres questions. Je te les livre en vrac pour voir si peut-être il y en a que tu peux répondre maintenant et d'autres, je le disais, on pourrait répondre par la suite. Donc, peut-être un peu dans le côté un peu organisation, comment on fait si toutes les équipes ne sont pas au même endroit et qu'elles sont difficilement regroupables pour créer ce lien? Donc, c'est vrai que c'est des questions aussi au jour d'aujourd'hui en particulier. Comment on fait pour créer quelque chose de collectif, peut-être, et dans la réflexion initiale sur l'empreinte, et puis après, dans tout ce que tu as mis, tout à expliqué en termes de démarche d'infusion, etc. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations que l'Omotenashi a observées? Et puis, comment on obtient aussi le consensus dans des organisations où les valeurs peuvent être divergentes et quelque part, qui décide au final? Tu as expliqué le côté co-construction, mais est-ce qu'il y a un moment, s'il y a une divergence, quelqu'un qui décide? Et puis voilà, comment est-ce qu'on met aussi en place des outils de type lab? Donc voilà, je ne sais pas, dans le temps qui nous reste, quelle question tu souhaites Alors, je vais peut-être commencer par la plus simple, d'autres sources d'inspiration. Les sources d'inspiration, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. Chez des enseignes qui ont pris le parti finalement justement de dénormaliser la relation et de travailler justement une relation plus émotionnelle. Vous pouvez, par exemple, aller regarder ce que fait Château-Forme. C'est très intéressant. Et en termes de valeur, c'est très, très intéressant également. Vous pouvez aller regarder ce que font des entreprises comme Nature et Découverte, comme le Club Med, etc. Voilà. Donc ça, ce sont différentes sources d'inspiration. Ensuite, vous parliez d'équipes dispersées, c'est bien ça? Alors, quand vous avez des équipes qui sont dispersées, les dynamiques de lab passent par de l'animation collective. Donc, effectivement, à un moment donné, ça passe nécessairement par des échanges entre membres d'une même équipe. On trouve toujours un moyen pour organiser des échanges, qu'ils soient synchrones ou asynchrones, qu'ils soient présentiels ou distanciels, entre membres d'une équipe, parce que ça fait partie aussi du management. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule équipe où il n'y a jamais d'échange entre les membres de cette même équipe. Sinon, c'est plus une équipe. Voilà. Donc, on trouve toujours des moyens en distanciant les choses, en créant des ateliers de lab qui sont des ateliers distanciels, en créant des moyens asynchrones d'aller capter les idées des uns et des autres et de les partager. On trouve des moyens pour créer ces moments, ces temps collectifs. Ensuite, se pose la question de comment finalement on crée la capitalisation inter-équipe. Ça, c'est un autre sujet. On a des équipes qui sont éparpillées aux quatre coins de la France. Comment on fait finalement pour faire en sorte que les équipes de Marseille aillent inspirer les équipes de Lille et que les équipes de Paris puissent s'inspirer des équipes de Brest? Voilà. Et ça, c'est tout le travail de capitalisation et d'organisation finalement que l'on met en œuvre pour créer les communautés, pour les animer, pour créer un réseau, un maillage qui permette d'aller repérer les bonnes pratiques. Ça peut s'appuyer sur des ambassadeurs. Voilà, certains de nos clients ont fait le pari de créer un réseau d'ambassadeurs qui vont venir aider les managers à porter cette dynamique de lab, capter ce qu'il y a de particulièrement intéressant et organiser le partage. Et il y avait une autre question, mais je l'ai oubliée. Excuse-moi, Béatrice. Il y avait la question aussi sur qui décide au final, sur le côté consensus, avec des valeurs divergentes et qui décide. Oui, alors pour le coup, la mécanique de coproduction d'une empreinte, mais comme toute bonne mécanique d'intelligence collective, des participants dans un entonnoir. Donc l'objectif, c'est d'arriver à un consensus et un consensus large. Et comme on associe pas mal de personnes, voire toute l'entreprise dans certains cas, à la création de cette empreinte, voilà, c'est la mécanique d'animation, où on commence par diverger et puis on finit par converger, qui va permettre finalement de mettre tout le monde d'accord. Moi, j'ai jamais connu de vrai
de vrais problèmes de manque d'alignement finalement entre les différents participants à la co-construction d'une empreinte. En revanche, si il est besoin de trancher, dans cette fameuse mécanique de co-construction en cercle concentrique dont je vous ai parlé, il y a bien entendu un comité de pilotage qui peut être constitué de membres du comité de direction, tout dépend du type d'entreprise et de l'accès que vous avez au comité de direction, et qui va permettre d'avoir des points de validation des grandes orientations au fur et à mesure des travaux. Et donc, du coup, ça permet de valider finalement les grandes orientations et les choix d'orientation au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et donc, pas se retrouver in fine avec une empreinte qu'on aurait travaillée pendant plusieurs workshops et dont on nous dit mais non, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Voilà, donc, toute la méthode en fait de conception fait en sorte de débloquer justement, de débloquer les verrous que l'on pourrait rencontrer en chemin, d'enlever les petits cailloux et puis de faire converger l'ensemble des parties prenantes. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Je suis sûre d'en rester là. Il n'y a plus beaucoup de questions et comme j'ai dit, on y répondra par la suite aux quelques-unes qui resteraient. Merci à toi, merci à vous tous pour votre participation, pour les questions qu'il y avait tout à l'heure. Vous recevrez un mail avec l'accès direct au replay et puis, comme le disait Nathalie, en téléchargement. Une version du support ici et puis le livre blanc sur le management par l'intention coécrit avec Orange si le sujet vous intéresse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, une bonne journée et au plaisir de vous retrouver sur un de nos webinaires. Au revoir. Un grand merci à tous.